Après un stage à Radio France, un très grand patron de Radio France, qui est aujourd'hui parti, me dit c'est formidable, ton stage de 2 mois s'est très bien passé, je pense que tu peux obtenir un CDD, j'ai juste un problème, c'est que ton prénom ça marche pas. Le prénom Mohamed, ça donne l'impression que c'est Momo, et Momo, c'est le vendeur de vaches qui rit de l'épicerie d'en bas. Est-ce que t'as pensé à t'appeler Maxime ou Léo? Voilà. Je suis sorti du bureau en lui disant, dans moins d'1 an, je serai à la radio, en direct, dans une autre grande radio française. Et il me dit, on verra. Et 10 mois après, j'étais à la radio sur RMC. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pouvez retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie être aligné ? Eh bien, être aligné, c'est être la vraie version de nous-mêmes. Pas la meilleure, pas la version idéale que l'on a l'habitude de montrer sur Instagram, mais celle que l'on est réellement, celle de la vraie vie. Sans cacher nos échecs, nos blessures, nos failles. L'alignement, c'est une rencontre avec soi-même. C'est donc évidemment le projet d'une vie. Mon but, avec ce livre, est de vous donner des pistes de réflexion, des outils et des exemples. Les miens, mais aussi ceux des personnalités incroyables que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro pour vous aider à le trouver, à l'atteindre, afin d'être véritablement épanoui. J'ai évidemment hâte de lire vos retours. Maintenant, place à l'épisode. Vous pouvez le retrouver du lundi au vendredi à 19h sur France 5 et tous les dimanches à 13h sur RTL. Les habitués des médias l'auront sans doute reconnu. En 10 ans, mon invité d'aujourd'hui a su se faire une place de choix dans le PAF. Passé par RMC, où il a signé son tout premier CD il y a seulement 19 ans, il commence en tant que journaliste sportif avant d'évoluer. Une carrière brillante et fulgurante qui fait suite pourtant à une jeunesse extrêmement difficile. Né à Oran en Algérie, il grandit auprès d'un père violent qui le bat, lui et sa maman, avant de disparaître sans laisser trace lorsqu'il a 9 ans. Comment son histoire familiale a forgé celui qu'il est devenu? Quel est son regard sur le journalisme d'aujourd'hui, le temps d'une pause? Il revient sur son parcours inspirant et nous emmène dans les coulisses du monde des médias en nous livrant sa vision du métier et ses espoirs pour la suite. Bonjour Mohamed Bouafsi. Bonjour Alexandre Mars. J'adore, là je sens l'homme des médias qui me parle. Bonjour Alexandre Mars, j'ai l'impression qu'on est vraiment à RTL là. Je suis ravi d'être ici. Non, franchement, on n'est pas RTL, on est dans tes locaux et c'est vrai, il fait beau, on est bien accueillis, on passe un bon moment. Je suis ravi de te voir et je suis ravi de partager ce moment-là et je suis ravi d'être à la place que tant d'autres ont partagé il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. J'avais écouté plusieurs de tes podcasts et j'avais toujours trouvé ça intéressant. Pour tout te dire, je les écoutais dans la douche, en train de me préparer le matin ou sur le scooter. Donc tu vois, je dis tout, je suis extrêmement sincère, c'est aussi un défaut parfois. J'avais pris beaucoup de plaisir à les écouter, donc je suis ravi d'être ici. Ah ouais, nous, on est ravis de t'accueillir. Déjà, j'ai la chance de t'avoir en pause parce que tes journées sont complexes, compliquées. Justement, t'arrives encore à prendre des pauses où ça devient de plus en plus difficile et comment tu fais, toi, pour justement... respirer. En fait, ton livre a un sous-titre qui est très intéressant, c'est Pour une vie alignée. Et l'un de tes livres, et Pour une vie alignée. Et ça, c'est la chose que je recherche le plus aujourd'hui. J'ai beaucoup couru après le succès, après la réussite, après les aventures médiatiques, etc. Et aujourd'hui, c'est facile à dire et on n'y arrive pas souvent. On se dit à chaque fois, dans 99% des cas, on se dit on va aller chercher des pauses, on va aller chercher des moments de réconfort, des moments de calme et on n'y arrive pas. Faut avoir l'honnêteté de le dire parce que on est tous... j'ai écouté beaucoup de tes podcasts et j'entends des très grands patrons qui ont accompli 100 000 choses de plus que moi dire oui, maintenant j'essaie de me recentrer, de me réaligner, etc. Et je trouve ça passionnant parce que c'est ce que j'essaie de faire au quotidien et c'est compliqué. Vraiment compliqué et complexe et c'est compliqué de trouver des moments de pause. Je pars le matin de la maison environ à 8h30 quand j'ai pas de petit déjeuner. J'arrive à la rédaction de cet avou aux Invalides à 9h45, 10h en moyenne. On a une conférence de rédaction qui a lieu tous les matins vers 10h. Ensuite, il y a parfois des déjeuners, mais j'essaie de faire attention à ces déjeuners-là parce qu'il faut préparer la chronique parce que dans cet avou, j'ai une chronique d'actualité. Il faut quand même un peu travailler. Voilà, ça que tu veux dire. Il faut vraiment travailler pendant toute une journée avec une rédaction qui est assez exceptionnelle et formidable. Et ensuite, l'émission a lieu de 19h à 21h. Donc après, parfois, t'as aussi des dîners avec des personnes du milieu
de l'actualité politique, économique, etc. Donc c'est des journées qui sont très longues. On va repartir sur cette enfance, avant cette carrière fulgurante, parce qu'on va le voir, tu as avancé très très vite sur l'échelon du journalisme. Tu nais en Algérie, Oran. On peut pas dire que tu aies une connexion très forte, parce que tu es tout de suite amené à Paris, en France. Tu es d'abord à Paris, et puis tu vas déménager un peu plus tard. Je l'ai déjà dit 2 fois, et je le dis d'autant plus facilement que tu as écrit un livre là-dessus, un livre que je vous conseille à toutes et à tous, mais prenez votre paquet de mouchoirs à côté de vous, parce que je sais que les gens qui ont pu le lire n'ont pas terminé le bouquin sans pleurer un peu ou énormément. Ça s'appelle « Rêver sous les coups ». Tu as écrit ton enfance. Donc, cette enfance, tu as décidé de prendre la parole, on était en 2021. Tu grandis dans une famille en situation régulière, ta maman est en situation régulière, ton papa, et je devrais dire ton père, parce que c'est vrai que papa a une connexion très, encore une fois, où il y a une vraie relation, ton père extrêmement violent, là on n'est pas sur la petite violence, hein, c'est des séjours à la Riboisière, je crois que c'était ce que tu dis dans ton bouquin, c'est que tu avais de la chance, c'était bien tombé dans ce petit appartement, de cet appartement, parce que j'étais à une centaine de mètres de la Riboisière, extrêmement violent, avec ta maman et avec toi. Et là, on parle pas de la violence à 15-18 ans, parce que c'est la violence dès que je suis né. J'ai mis tout mon cœur dans ce livre-là. Je l'ai écrit avec Géraldine Maillet, qui a été formidable parce qu'elle m'a beaucoup écouté, parce que elle avait quelques méthodes qui m'ont permis de m'ouvrir, qui m'ont permis de réfléchir. Elle a adopté avec moi une méthode que EMR, je sais plus comment ça s'appelle, là où en fait elle me donnait des souvenirs, des couleurs, elle me posait des questions très très précises sur des souvenirs, parce que c'est ce qu'on appelle dans la psychologie ou dans la psychiatrie, etc. Quand un cerveau fait reset, quand un cerveau a tout oublié, on appelle ça l'amnésie traumatique. Et en fait, les enfants oublient tout ou ne connaissent rien de leur petite enfance avant 3 ans. Parce que c'est naturel, c'est le cerveau qui fait ça. Moi, c'était avant 5-6 ans. Donc, t'avais vraiment un blocage. J'avais vraiment un blocage. Et pourquoi j'ai écrit ce livre de manière très, très simple? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai vu beaucoup de gens parler de leur douleur de l'enfance. Quand ils avaient 60 ans, 65 ans, 70 ans, 55 ans, quand ils étaient un peu plus dans le down de leur vie, et ils ne représentaient pas grand-chose pour les jeunes générations. Et en fait, l'histoire, elle est très simple. Je suis dans mon canapé, je suis en train de regarder une chaîne d'information. On est pendant le confinement. Et en fait, je ne dois pas être sur cette chaîne d'information à ce moment-là. J'étais en train de regarder une série sur Netflix. Au moment où je change d'épisode, je me dis, je vais aller préparer à manger. Et je mets cette chaîne d'information et je tombe sur une histoire d'un petit gamin dans le 93 qui s'appelle Daoudja, qui a 6 ans et demi, qui est décédé parce que il n'avait pas fait ses devoirs et son père l'avait tabassé. Et j'avais entendu le voisin de ce gamin dire, j'avais suspecté des violences, j'avais entendu des cris, j'avais entendu des hurlements et je n'ai jamais réagi. Et je vais vivre toute ma vie avec le drame de ce petit Daoudja sur ma conscience. Et je me suis dit, dans cette affaire, il y a plusieurs personnes qui sont brisées. Tout d'abord, Daoudja, 6 ans et demi, il n'y a pas d'âge pour mourir, hein, mais surtout pas, et sûrement pas à 6 ans et demi. Ensuite, il y a la victime qui est la maman, qui va toute sa vie vivre avec la mort d'un enfant. Ensuite, je mets ce voisin en 3e victime, parce que toute sa vie, il va se dire, j'ai entendu des cris. J'aurais dû. Alors peut-être qu'il va pas l'avoir toute sa vie, je suis d'accord, mais il va l'avoir au moins 10-15 ans. Ouais. Et ensuite, quoi qu'il arrive, il y a des proches, des frères et sœurs, etc. Je mets en dehors de la victime le père, hein, parce que quand on tue son fils dans une salle de bain avec des coups, hein, jusqu'à un enfant de 6 ans et demi, pour moi, on n'est plus une victime. Et je me suis dit, il faut que je révèle mon histoire. Au départ, j'avais pas envie de le faire. J'ai eu des discussions avec plusieurs de mes proches et qui m'ont dit, si tu ne le fais pas, t'es égoïste. Parce que tu pourrais être un exemple pour des gamins, pour des jeunes, et tu pourrais être un exemple pour des familles. Tu t'as partagé assez tôt auprès de tes proches ton histoire? Non. Mon meilleur ami Henri ne le savait pas avant très longtemps. Même quand tu le rencontres au collège, au lycée, ouais. Il savait tu connais bien le livre. Au lycée, j'ai rencontré Henri, mon meilleur ami au lycée, il ne savait pas. J'ai mis la plupart du temps, j'ai mis plusieurs années à le dire à des gens et très peu de monde le savait. Même mon entourage très proche ne le savait pas. Au travail, tout ça. Et quelle était la réaction des gens quand tu leur en parlais rapidement? C'était beaucoup de compassion pour toi. Pourquoi tu le truc très drôle déjà, je le redis Alexandre et je te jure que c'est la sincérité, c'est de la franchise. Très peu de monde ne le savait. J'avais besoin de secret, j'avais besoin de cacher ça et j'avais encore une forme de culpabilité.
Merci de dire ça. Toi, quand tu arrives à ce moment-là, tu dis quoi à ces mamans? Tu vas me dire qu'il y a quelques hommes, on le voit dans les personnages qui sont aussi battus, mais c'est essentiellement les femmes et les enfants. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu penses? Parce que ta maman, il faut bien le comprendre, était en situation irrégulière. Donc, son plus grand risque, votre plus grand risque à tous les deux, c'était de nous perdre. Le tien, c'était qu'elle soit renvoyée. Et toi, tu as resté ici parce que ton papa, lui, pouvait rester. Parce qu'il avait des connexions. Et qu'il avait les papiers français. Il avait les papiers français. Mais en fait, je voudrais juste faire une digression pour finir sur le point précédent, sur pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que, Alexandre, et ça va toucher au vu de ce que tu fais pour les gens. J'ai envoyé une tribune à un ami à moi, journaliste, Hervé Gattegno, qui était le patron du JDD, Journal du Dimanche, et je lui envoie et je lui dis, juste Hervé, est-ce que tu peux lire ça et me dire ce que t'en penses? Et là, il lit la tribune et il me dit, mais c'est un truc de malade. Il me dit, franchement, est-ce que tu m'autorises à la publier dimanche? Il me dit, on est mercredi ou jeudi, il me dit, on va partir en bouclage demain et après-demain. Il me dit, t'as 24 heures pour réfléchir. Et là, j'ai réfléchi avec mes proches. Donc, on était grand max 2-3 personnes. Et je me suis dit, je vais révéler cette histoire. Et quand l'article est sorti le samedi soir sur le site internet, mon téléphone a brûlé. Mais vraiment, je recevais des notifications toutes les 2 secondes. Le dimanche, tout le monde lit l'article dans le JDD. Je reçois des messages de partout, du monde du sport, mon monde à l'époque, du monde politique, du monde économique. Et les messages les plus impressionnants qui vont relier la question que tu viens de me poser, Alexandre, viennent des associations. Et donc là, on me demande de faire des médias. On me demande de sortir. J'accepte d'en faire 2, pas plus. La radio-télé de chez moi, Jean-Jacques Bourdin à l'époque des RMC. Et j'accepte de faire, ce qui est assez drôle aujourd'hui, Quotidien. Et quand je fais Quotidien, je sors de l'émission, mais je reçois des centaines de messages d'associations, de bénévoles, d'éducateurs. Et là... Et de victimes. Et de victimes. Et je reçois c'est incroyable mais vrai. Hein. Alexandre, dès le surlendemain, je reçois à RMC des dizaines de dessins d'enfants. Je t'en parle, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, j'ai des frissons. Je reçois dès le surlendemain des dizaines de messages d'enfants. Des dessins, des merci d'avoir parlé de ça, vous êtes comme nous, etc. Et le soir même de Quotidien, je reçois un appel de Fabienne Quiriot, qui était l'ancienne présidente de la Confédération nationale des associations de protection de l'enfance, la CNAP. La CNAP. Qui protège Alexandre, tu sais combien d'enfants en France? Tu vas être choqué. 300 000 enfants. 300 000 enfants victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Et elle me dit tout de suite, est-ce que vous pouvez vous engager auprès de nous? Est-ce que vous pouvez devenir ambassadeur? Et moi, quand j'aime quelqu'un, je réponds très vite oui. Et dès le week-end suivant, quasiment, ou 2 semaines après, on va se déplacer dans un centre éducatif fermé. J'arrive dans ce centre éducatif fermé et tout le monde me saute dessus, les gens ils me demandent de jouer au football avec eux, etc. Et tu me parlais des mamans, je vais avoir un discours pour les mamans, mais je commence par les jeunes parce que c'est les jeunes qui s'identifient à moi. Et là, il y a un gamin qui vient me serrer je lui serre la main, je présente ma main, et il me dit, retire ta main, toi. T'es qu'un bouffon, tu viens faire de la publicité ici sur notre gueule. Et je me retourne et je dis à ma fiancée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, je m'y intéresse pas parce qu'il avait mis sa tête contre moi. Et en fait, je me retourne, je vais jouer avec les autres gamins, et au bout de 2 heures, voilà, cette personne me dit, va discuter avec lui. Va discuter avec lui, il a l'air d'être malheureux, ce gamin. Et je vais discuter avec lui, et je lui dis, écoute, je suis tranquille, on va se mettre de côté. On s'est mis tous les 2 dans sa chambre. Dans un centre éducatif fermé, c'est une prison pour jeunes, hein. Ce gamin avait 15 ans. Et là, il me dit, t'es venu faire de la pub. Je lui dis, écoute, elle est où la pub là? Il n'y a pas de caméra. Regarde, on est dans une chambre, on est dans 5 mètres carrés. Il n'y a pas de caméra. Raconte-moi ce qui t'est arrivé dans la vie. Moi, je te raconterai ce qui m'est arrivé. Et il me dit, non. Je lui dis, écoute, oublie ta méchanceté, ta colère, parle-moi. Et là, il me dit, ok. Il me raconte qu'il a été brûlé au chalumeau par son père, que sa mère lui mettait du cannabis dans le biberon, des drogues dures dans le biberon, que son frère est mort devant lui dans une rixe dans le 91 vers les Tarterets, qu'il a vu son grand frère mourir dans ses bras et qu'aujourd'hui il vit tout seul et que sa mère est décédée de la drogue et que son père est en prison. C'est-à-dire que ce gamin, il a 15 ans et il est en centre éducatif fermé parce qu'il a laissé pour mort, heureusement l'autre gamin n'est pas mort, dans une rixe, un autre gamin, il est dans un centre éducatif fermé. Ok, ce qu'il a fait c'est inadmissible, c'est grave. Mais comment il grandit ce gamin? Comment il grandit, avec quel repère? Avec quel repère? Quand on sait que la violence, on la reproduit souvent sociologiquement. Il n'y a pas de déterminisme à la violence, mais on la reproduit. Donc moi, mon discours pour lui, c'est qu'on est resté en contact. Aujourd'hui, il fait des études de comptabilité. Et tu vois, ça, c'est ma fierté. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moundir. Moundir, et c'est un Égyptien.
et un franco-égyptien. Il est né en France et il s'appelle Moundir. Et ça, c'est un truc qui est pour moi important. Tu parles de quelque chose où ça arrive souvent dans les discussions qu'on a avec des gens qui ont été abusés, que malgré le trauma que ça génère, parfois, ils vont répéter ce que tu dis là, cette violence. Tout à l'heure, on parlait de ta joie absolue d'avoir des enfants. Comment, quand tu as tellement étudié ça, comment tu l'expliques? C'est très dur déjà, Alexandre. C'est extrêmement dur. C'est un truc qui est complexe psychologiquement. Moi, je l'ai écrit dans le livre. Je voulais pas me mettre en couple. Je voulais pas avoir d'enfants parce que j'avais peur de reproduire cette violence-là. Jusqu'au jour où j'ai eu des petits-neveux. Moi, c'est un déclic, une délivrance. C'est la naissance de mon petit-neveu Yanis, en 2008, le fils de ma sœur. Et je lui ai tellement donné d'amour, et il m'a tellement donné d'amour, c'était mon petit protégé, mon petit chouchou, il faut pas que les autres neveux et nièces écoutent, mais c'était tellement mon petit chouchou, qu'en gros, je me suis dit, mais je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça. Et ça, c'est pour moi la plus belle des choses. Et surtout, il y a un truc très important, Alexandre, c'est que il n'y a pas de sociologie de la violence. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu habites dans les quartiers riches que tu vas plutôt violer ou va plutôt agresser sexuellement tes enfants. C'est pas parce que tu habites dans un quartier ou une cité que tu vas taper ton enfant. C'est pas parce que tu habites dans une zone rurale que tu vas plutôt avoir des violences psychologiques. La violence, elle est partout. Elle est partout. Et elle est difforme. Et quand j'ai fait les dédicaces de mon livre, dans le 17e arrondissement, par exemple, il y a une gamine qui est arrivée, qui était la fille d'un grand patron. Et bien évidemment, je peux pas donner son nom. Et le frère de ce grand patron-là, elle habitait à Neuilly, avait abusé sexuellement d'elle. Et elle me racontait qu'elle avait plus de lien avec sa famille, hormis sa mère, et qu'elle me disait que mon livre lui avait permis de se dire qu'elle n'était pas coupable. On n'est jamais coupable de la violence qu'on subit. Un gamin de 4 ans, 5 ans ne peut pas être coupable de cette violence-là. Et le plus important, c'est de retirer la culpabilité. Et c'est un déclic psychologique qui est très complexe. Dans le livre, on lit tout l'amour que tu as envers ta maman, ta volonté d'essayer de la sauver, de la protéger, et de nouveau protéger quand elle se fait fracasser par ton père, et que tu te mets au milieu des deux, que tu essayes à 4-5 ans, que ça s'arrête, cette souffrance. Vous cachez cette violence, de nouveau, il faut bien comprendre, parce qu'elle n'avait pas les papiers, et que le risque pour toi était encore plus important qu'elle se fasse expulser, qu'elle saigne et qu'elle a saigné un nombre de fois considérable. Ton père, à ce moment-là, lui vient d'une belle famille, je vais pas dire grande famille, en tout cas une famille puissante. Très puissante. Ouais. Très puissante en Algérie, et donc proche des généraux de l'époque. Ce qui fait que vous avez une relation qui est totalement déséquilibrée entre le papa et la maman. Ta maman t'a quand même expliqué qu'il y a eu un moment d'amour dans la rencontre entre les deux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ce qui, toi, t'a fait beaucoup de mal parce que très rapidement, tu t'es dit, mais c'est ma faute. Ils auraient pu vivre heureux toute la vie. Et en fait, à cause de moi, ma mère me faisait dérouiller tout le temps. C'est, à mon avis, un peu simpliste, mais en tout cas, c'est comme ça les yeux que tu avais d'enfance assez tôt. Enfant, Exactement. Tu penses encore ça beaucoup plus tard? Tu penses que c'était juste un malade, ton père? On est d'accord? Je pense pas que ce soit un malade. Je pense que... C'est marrant. Tu penses pas que ce soit un malade quand il y a un mec qui bastonne et qui vous rend à chaque fois cette vie-là, tu penses que c'est pas une maladie, toi? Alors, moi, tu sais, je suis très névrosé. Moi, je me suis jamais considéré comme une victime, par exemple. Mais c'est un cheminement qui est très complexe. Mon père et ma mère ont eu un énorme coup de foudre. Tu parlais de la violence qu'a subie ma mère. Moi, mon seul espoir quand j'étais enfant, je voulais pas que ma mère meure avant moi. Toi. Je voulais pas voir ma mère mourir. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez dingue quand je raconte ça aujourd'hui, parce que j'avais 5 ans, 6 ans. Ouais. Moi, quand mon père tapait ma mère, je me jetais dans les genoux de mon père et je tapais et j'essayais de répondre. Et j'avoue qu'un corps d'un bébé de 5 ans ou d'un enfant de 5 ans à côté d'un adulte de 40 ans ou 35 ans, au 40 ans plutôt, on fait pas la différence. Mais, je ne voulais pas voir ma mère mourir, et pour moi, ma mère était la chose la plus importante de ma vie, et elle est toujours la chose la plus essentielle de ma vie. Je l'aime plus que tout. Je vais souvent manger avec elle, etc. Et en gros, c'était pour moi important de la protéger. Moi, la chose la plus importante de ma jeunesse, de mon enfance, c'était de la protéger. Quand mon père est parti, par exemple, ma mère avait travaillé, avait 2 services dans la restauration. Elle faisait 6h, 14h, elle rentrait, elle nous préparait à manger, et elle faisait 18h, 2h du matin. À 2 endroits qui n'ont rien à voir. À 2 endroits, un à Paris, et un à Saint-Denis, et un à l'autre au Bourget, devant l'aéroport du Bourget. Donc elle traversait toute la région parisienne pour aller travailler. Et le soir, à 2h du matin, quand elle rentrait,
quand j'étais pas très fatigué, je me mettais à la fenêtre de notre HLM au 2e étage et je la regardais descendre de sa Ford Mondeo. J'attendais qu'elle rentre dans le bâtiment et dès qu'elle rentrait dans le bâtiment, j'attendais qu'elle montait l'escalier, j'entendais les talons, j'entendais tout et en fait, elle ouvrait la porte et je me mettais dans le lit et je me rendormais. Et elle me regardait, elle me dit il dort. Et voilà, c'est bon, il fait dodo, elle me faisait un bisou. Et elle croyait que je faisais dodo. Mais moi, je voulais juste qu'elle rentre à la maison. Donc, on a une relation très particulière. C'est la grande femme de ma vie. Mais concernant mon papa. Oui, ça va être, on parle de Nassira ici, cette femme exceptionnelle. Ça va être compliqué quand même de créer une relation avec une femme après. Oui et non. Je vois que t'es un peu gêné. Il est un peu gêné. Non, moi, je suis pas gêné. C'est juste que c'est quelque chose de complexe. Parce que, en fait, dès que t'as une relation fusionnelle, mais c'est arrivé, mais dès que t'as une relation fusionnelle avec quelqu'un qui, tu sais, Alexandre, c'est vraiment dur moi, j'ai passé des séjours à l'hôpital, j'ai failli partir, ma mère a cru me voir partir, mon père a tenté de m'enlever, ma belle famille, mes grands-parents, oui. C'est pas une petite belle famille. Ouais, c'est ton grand-père et ta grand-mère, hein. Mon grand-père et ma grand-mère ont tenté de m'enlever. En fait, ma mère, elle a failli me perdre plusieurs fois et moi, j'ai failli perdre ma mère plusieurs fois. Donc, tu ne mesures pas la chance de quelque chose tant que tu ne penses pas l'avoir perdu. Et moi, j'ai vu ma mère partir. Et ma mère m'a vu partir aussi. Donc, en fait, on a mesuré la chance de s'être perdu. C'est quelqu'un qui est méditerranéen, donc qui est très oppressant, qui est très présent, mais qui a un cœur immense. Et pour revenir à ta question, parce que toi et moi, parce que j'écoute tous tes podcasts, Alexandre, et c'est parfois pas simple avec tes invités de synthétiser ou en tout cas d'avoir un vrai chemin de fer. Je veux revenir à ta question précédente sur ton papa, parce que les gens ont peut-être entendu, je considère pas qu'il est malade, c'est peut-être bizarre à entendre. Je considère qu'il a eu lui aussi beaucoup de souffrance et je considère qu'il est peut-être malade aux formes psychologiques, mais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il a refait sa vie avec, il a désormais 3 enfants. Il a beaucoup souffert d'avoir quitté l'Algérie pour venir en France. Il a beaucoup souffert de l'éloignement de sa famille et je considère, j'ai une phrase dans le livre qui est pour moi très importante et je suis vraiment très ému quand d'autres personnes me la ressortent sur les réseaux sociaux, comme si c'était une citation de quelqu'un d'important, alors que c'est pas du tout le cas. Confucius. Confucius. Alors que parfois, quand je suis mélancolique et qu'on fait tout ça, un peu moins toi, peut-être Alexandre, mais on met une belle phrase sur Instagram en story avec une phrase, un jour j'irai atteindre les sommets de je sais plus quoi. Ma grande phrase, c'est j'ai pas attendu le pardon pour pardonner. Et j'ai pas attendu le pardon de mon père pour pardonner. Je l'ai jamais reçu. On en parlera peut-être. On s'est revus 17 ans après. Et voilà. Tu l'as revu pour qu'il vienne te demander des places un maillot de Kylian Mbappé et des places pour un match de football. Tu sais s'il a lu ton livre? Je ne sais pas, je ne crois pas. Tu crois pas? Je l'ai même écrit, tu veux même que je te dise un truc? Je l'ai écrit dans l'espoir qu'il le lise. Et qu'il réagisse. J'espère bien. Tu vois, j'ai pas réagi? Pas réagi, rien. Je me souviens ici, on a vu Gaël Faye, cet auteur, parce qu'il a écrit un livre Petit Pays qui a été pris Goncourt des jeunes, plus de 3 ou 4 millions de ventes. Et il parle beaucoup de sa maman. Ouais. Il a une relation complexe avec sa maman. Et je lui pose la question, alors est-ce que ta maman l'a lu? Et il me disait comme toi, je ne sais pas. Alors ma maman, je sais. Oui, ta maman, c'est évident. Non, ma maman, elle n'a pas pu le finir. Elle n'a pas pu le finir. Ma mère, elle n'a pas pu le finir. Quand t'envoies cette tribune au Journal du Dimanche avec Gattegno à l'époque, tu le fais lire à ta maman? Non. Tu demandes à la maman? Je ne demande pas l'accord à ma mère. Tu demandes pas l'accord? Tu penses qu'elle t'aurait donné ou pas? Je ne suis pas sûr. Ouais, je pense pas. Ma mère, elle est... Tu sais, on est méditerranéens, nous, on cache les choses. On a toujours caché les choses. Tous les Méditerranéens ne cachent pas les choses, quand même. Oui, mais on est plus pudique. On va dire, on est plus pudique. C'est peut-être mieux. On est plus pudique et je lui ai juste annoncé quelques minutes ou quelques heures avant que ça sorte. Elle m'a dit, écoute, tu fais comme tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Elle m'a toujours dit, ma mère, tu fais comme tu le sens. Elle me pousse toujours, elle me donne beaucoup de conseils. Elle me pousse dans mes retranchements. Par exemple, quand j'ai rencontré mon père, elle m'a dit, écoute, il faut que tu parles avec lui, il faut que tu discutes avec lui, et voilà. Quand tu dis j'ai rencontré mon père, c'est quand tu l'as revu 17 ans après qu'il soit parti, quand tu avais 8-9 ans, sans donner d'adresse. Tu parlais tout à l'heure de ce livre, Pause pour une vie alignée. Je parle évidemment de nos blessures, parce que, Exploit, tu parlais d'Instagram. Moi, souvent, je dis, la vie Instagram est un énorme mensonge. On se met la meilleure version de nous-mêmes, où on est bien apprêté, où on a l'air le plus intelligent possible et que notre vie n'a pas d'accro. La beauté de la vie, ça, c'est certaines limites, mais la beauté de la vie, c'est qu'il y a beaucoup d'accros. Des échecs, des défaites, des blessures. Quand on parle d'alignement, c'est à un moment ou à un autre, quand tu acceptes ces blessures,
déjà pour toi, et potentiellement tu en parles. J'en parle en particulier pour les auditrices et les auditeurs qui ont pour la plupart des blessures. Bien sûr. Est-ce que pour toi c'est un message aussi, parce que là, comme encore une fois, si vous lisez ce livre Réveil sous les coups, les blessures sont majeures. Tu recommencerais tout de suite. Tu commencerais plus tôt, tu penses, ou tu crois beaucoup au destin? Ouais, je crois beaucoup au destin. Je crois qu'aux choses, elles arrivent quand elles arrivent. Et je vais te raconter une autre anecdote. Ma mélancolie, parce que je suis quelqu'un de très mélancolique. Ma mélancolie s'exprimait beaucoup dans une sorte de scène où le soir, à 2-3 heures du matin, j'écoutais de la musique rail. Alors que je n'ai jamais grandi avec la musique rail, mais j'ai des souvenirs d'enfance de mon père et j'ai des souvenirs de ce qu'il écoutait, etc. Et j'adorais ce ton de cette musique sentimentale qui revient beaucoup à la mode, d'ailleurs, aujourd'hui, avec des artistes modernes. Mais la musique rail, si tu veux, c'est des artistes très connus comme Cheb Hasni, Cheb Mami, Cheb Khaled, etc. Et j'écoutais ça et j'avais les larmes aux yeux. Et pendant des années, je me suis dit, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Et je sais d'où ça vient aujourd'hui. Ça vient de là. Ça vient de toutes ces musiques que j'ai entendues pendant l'enfance avec mon père. Et aujourd'hui, depuis la sortie de ce livre, je n'ai plus ce genre de moments. Enfin, je les ai très peu. J'en ai quasiment plus. Et je me sens beaucoup mieux. C'est quelque chose qui est... En fait, je me Thérapie? Non. Pas de thérapie? Non, pas de thérapie. Jamais? Jamais. J'ai jamais vu un psy de ma vie. Et pourquoi? Parce que tu penses que c'est... je pense que ça... C'est pas... J'ai un peu peur, en fait. D'accord. J'ai un peu peur de... Tu penses aller encore plus loin? Mais il faut surtout pas que les gens... Enfin, moi, je suis la pire publicité pour les psys parce que tout le monde dans mon entourage me dit, mais depuis que j'ai vu un psy, je vais beaucoup mieux, je vais nani, j'ai nana. Moi, j'ai peur d'aller dans les bas-fonds de mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vas aller encore plus loin. Ouais. Je vois pas parce comment tu peux aller... Je suis allé très loin dans le livre. Très loin, quand même. Donc, mais en effet, la thérapie peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Donc en effet, ce que tu dis, c'est que toi, tu as fait beaucoup de travail sur toi-même. Oui. La preuve, c'est peut-être avec Géraldine, quand tu as écrit le livre, qui était une sorte de thérapie. Mais en effet, les gens... Mais c'est important pour les gens qui lisent tes livres, qui vont lire, ou qui ont lu Pause pour une vie alignée, ou qui ont lu les autres livres, et qui t'écoutent dans tes podcasts, de dire que c'est la pire des choses de vivre avec la culpabilité. En fait, le jour où on en parle, le jour où on se libère d'une quelconque blessure, une agression sexuelle, une agression psychologique, une agression physique, même quelqu'un qui nous rabaisse au quotidien au travail, quelqu'un qui a un mauvais comportement, ce qui peut s'assimiler à des violences psychologiques au travail, etc. Ou même l'emprise d'un frère, d'une sœur, d'un membre de la famille, etc. Le jour où on se libère de cette culpabilité-là, on se sent beaucoup mieux. Je me suis dit, au moment où j'ai révélé mon histoire, tu vas pouvoir peut-être créer des moments de bonheur à ces enfants-là. Et quand je me suis déplacé dans ces écoles, il y a un gamin qui m'a dit « J'aurais jamais pu penser que le mec qui interviewe Neymar et Mbappé ait vécu la même chose que moi. » 8 ans, ton père, excuse-moi, j'ai du mal avec de dire ton père... On peut tous être des pères, mais on peut pas tous être des papas. C'est ma phrase, souvent. Ouais, t'as un autre punchline. Dans Instagram, on aura bientôt ça. Il essaie de t'enlever. Alors là, c'est un moment... T'as 8 ans, tu es à Paris, il faut aller jusqu'à Marseille. Ça tombe bien, Marseille, c'est la ville préférée de ta maman. Il te fait un sketch incroyable. T'as une magnifique voiture, Vano, Mercedes, qui te prend. Et ta maman t'avait dit une chose essentielle, pas de bateau. Et donc toi, je crois que le terme que tu détestes le plus au monde, c'est le bateau, en fait. Je déteste le bateau. Mais tu détestes aussi être sur un bateau? Je déteste être sur un bateau. D'accord, donc ça... Mais ça, c'est lié à l'enfance aussi. Je le fais pour faire plaisir à des amis. Quand ils me disent, allez, on va faire une sortie en bateau. Je déteste ça. Je n'ai jamais fait de croisière de ma vie. Je n'en ferai jamais. Je prends pas de bateau. Parce que ta maman avait expliqué, comprenait bien. Puisque l'idée potentielle de ta maman, c'est de dire, il y a un moment, une possibilité que on t'enlève, ou elle avait cette idée-là, ou qu'on t'amène en Algérie, la seule manière de faire pour pas vraiment inquiéter la PAF, la police aux frontières, c'est plutôt le bateau. En fait, ce qui se passe, pour la raconter l'anecdote assez rapidement, en gros, après des coups assez intenses et une soirée de l'horreur, où ma sœur s'est battue avec mon père aussi, où moi j'ai pris beaucoup de coups, des voisins à Saint-Denis, parce qu'on peut parler aussi de solidarité. Moi, j'ai grandi dans le 10e arrondissement très jeune, à Paris, rue Saint-Vincent-de-Paul, à quelques centaines de mètres, même pas 50 mètres de l'hôpital Lariboisière. On dormait parfois dans le vestibule ou dans les escaliers du bâtiment. Des petites dames passaient en trench Burberry, nous regardaient et faisaient puf, tu sais, c'est ce petit truc-là en disant, comme d'habitude chez vous, hein. En clair, comme d'habitude chez vous, les Arabes ou tout ça, ça peut arriver. Ça arrivait souvent, alors que par exemple à Saint-Denis, au Franc-Moisin, dans ma cité HLM, où certes on a perdu en classe sociale pour les gens, on est passé du petit appartement parisien à la cité, en gros, en quelques jours, quelques semaines, mes voisins sont venus
et on prie, mon prix et on dit non, vous voulez vous battre, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, le gamin, on le laisse pas tout seul. Donc Nadir et Aïda, mes voisins, ont été exceptionnels. J'en parle beaucoup dans le livre. Dans le livre, je parle de ces rencontres, des gens qui vont te tendre la main, qui vont te montrer une autre facette de la vie, de l'humanité. Et je te remercie de là aussi, de les citer, de en parler, parce qu'ils n'ont pas fait ça pour ça. Ils n'ont pas fait pour que tu sois avec dans un bouquin. Pas du tout. Mais c'est des vrais gentils, c'est une vraie famille. Et ça t'a montré que c'est faisable, une vraie famille. Alors si tu viens, Alexandre, à Saint-Denis, je t'invite chez Nadir et Aïda, tu viens faire un apéro, prends ta journée de 12h30 à 3h du matin. C'est qu'en fait, tu vas même pas voir arriver la nourriture, les boissons, etc. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais on va parler des rencontres, et notamment des rencontres professionnelles, j'imagine. Pas que, je pense que c'est... Non, mais par exemple, bien sûr. Il y a des gens qui ont été... oui, mais moi, le perso m'accompagne dans ma vie professionnelle. On peut en parler dans quelques minutes. Je passe un super moment d'ailleurs, mais je parle trop. Mais par exemple, j'ai toujours cherché dans mon travail des figures paternalistes. C'est assez logique. Voilà. Non, c'est pas fou, c'est logique. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai par exemple, à RMC BFM, j'en avais une. Aujourd'hui, dans ma vie actuelle, j'en ai une. Et je sais que cette personne-là, je serais prêt à... Tu donnes les noms parce que c'est chouette. François Pesanti, RMC BFM. Et aujourd'hui, Pierre-Antoine Capton, qui est le patron de Medawan, qui était ici il y a quelques semaines de ça. Pierre-Antoine, je donnerais tout pour lui. Moi, je suis très fidèle en amitié, en amour, professionnellement. J'ai passé 11 ans, 10 ans et demi à RMC BFM. Aujourd'hui, je suis très heureux, etc. Et ces failles-là, aussi, la fidélité, la loyauté, elles viennent des forces de l'enfance. Alors, on passe de faille à force. Ma mère m'a toujours dit, pour les proches, on reste fidèle. Nadir et Aïda ont été exceptionnels. Ils m'ont sauvé la vie quand j'étais enfant. C'était mes voisins. Ils étaient au 3e, j'étais au 2e, dans la cité des Francs-Moisins. Et en fait, ce qui se passe un jour, l'anecdote est très basique, c'est que Nadir et Aïda ont appelé mon oncle, le frère de ma mère, qui était un mec qui habitait à Lyon, qui était baraqué, qui avait un corps à 2 mètres. Il est arrivé, il en a mis une bonne, en tout cas psychologiquement, à mon père. Il l'a fait sortir de la maison. Et donc ma mère a dit que c'était plus possible de vivre dans ces conditions-là. Il est parti de la maison. Et 2-3 semaines après, il a essayé de redraguer ma mère, il a essayé de la reconquérir, il a essayé de me montrer aussi qu'il avait changé. Il m'a emmené au karting, etc. Et un jour, il voit que ça ne marche pas. Et un jour, il vient me chercher à l'école. Et donc, comme c'était mon père, il a le droit de me récupérer à l'école. Mais la directrice, Madame Di, Madame Di, je trouve bizarre que mon père, qui est jamais venu me chercher depuis tant d'années, vienne me chercher. Et on sort de l'école, il prétexte un vaccin que je devais faire. Il me met dans un formidable véhicule, un Viano Mercedes qui était magnifique, etc. Il y avait des bandes dessinées, parce que j'adorais lire dans la voiture. Il y avait des Haribo, des bonbons, etc. Et là, il me dit, on part à Marseille pour le week-end, ta mère nous rejoint. Elle me dit, il nous rejoint le soir à Marseille. J'arrive le soir à Marseille, on fait le 7 heures de route, il y a la musique à fond, on rigole, on s'arrête sur l'aire d'autoroute. On passe un moment exceptionnel. Le meilleur moment de ma vie avec mon père. Le meilleur moment de ma vie avec mon père qui est arrivé à 8 ans et demi. Ouais. Voilà. Et le premier moment, c'est quand il m'a empêché un bisutage dans la cité où un mec est venu me casser la gueule. Et il est venu me tirer de ce mec-là qui m'a cassé la gueule et il me dit, chez nous, dans notre famille, on se fait pas casser la gueule. C'est nous qui cassons la gueule. Donc voilà, ça c'était le premier moment un peu de protection. Et le deuxième, c'est ce moment où il m'enlève en fait, clairement. Et le soir, j'arrive. Il t'enlève et c'est le meilleur moment. Et on arrive à Marseille. On est devant le Quick de Marseille et on veut manger. Et là, ils nous disent non, on a fermé. Il arrive à les convaincre. Moi, je fais ma tête de chien battu pour récupérer des Giants. Donc là, on a à manger. Et là, il me dit, ta mère ne vient pas. Elle arrive demain. Elle a raté le train. Là, du haut de mes 8 ans. Il y a un truc qui cloche. Je me dis, c'est bizarre. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Je dors dans la voiture. On dort dans la voiture. Il me dit, non, on part demain très tôt. On a le bateau. Et là, il dit, on a le bateau. Et c'était un peu le nom de code. Voilà, on a le bateau. Et là, je comprends. Je commence à paniquer. Et en fait, le lendemain matin, il me dit, non, mais ta mère a raté elle va pas prendre le train. Elle va prendre l'avion pour nous rejoindre directement en Algérie. Et je comprends. Je veux m'enfuir. J'ai 8 ans. On est sur la route. On est sur la route du bateau, on est dans l'entrée du port maritime de Marseille, il y a des centaines de voitures autour de nous. Je vois ce bateau Algeria Ferries et je commence à le voir comme une baleine, comme Moby Dick qui va m'avaler. On va pour rentrer dans le bateau, je vois une voiture de police qui est à droite, je veux crier et je veux crier et je n'y arrive pas. Les mots restent dans ma bouche, mon père commence à s'agacer et en fait je vois à l'arrière de cette voiture-là un policier me faire un petit signe du pouce. Et là, tu sais que c'est bon. Et non, là, je comprends pas encore, mais je lui dis, venez me sauver. Venez. Ouais. J'ai des frissons quand j'en parle, ça, après. Ouais. Je me dis, tu vois, je vais partir. Tu vois, je vais plus revoir ma mère, c'est un moment qui est très douloureux, tu vois, même encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est extrêmement difficile parce que je me dis, je vais partir en Algérie, je vais plus voir mon frère, ma sœur, ma mère. Ma mère, c'est ma vie. Ouais. Et je me rapproche du bateau et quand je me rapproche du bateau, je vois cette voiture de police qui se met en travers
Et l'un des policiers qui passe à côté, qui m'avait fait le signe, il me fait un autre signe du pouce, il me dit « T'inquiète pas ». Et donc là, à ce moment-là, je vois mon père s'agacer. Je vois le policier lui dire « Est-ce que vous auriez un livret de famille pour cet enfant et est-ce que vous auriez une autorisation parentale pour quitter le territoire ?» Parce que dans certains pays du monde, tu ne peux pas voyager avec ton enfant dans un autre pays si tu n'as pas l'accord des deux parents. Notamment la France, à l'époque. Et donc, en gros, le policier lui dit « Écoutez, vous n'avez pas l'autorisation de la maman ?» Il dit « Mais je suis le père, je suis le tuteur légal. » Il dit « Oui, mais vous n'avez pas l'autorisation de la maman, vous ne pouvez pas partir. » Et en fait, ils nous ont ramenés au commissariat. Mon père a pété un câble, ils nous ont ramenés au commissariat. Et la première personne que je vois dans le commissariat, c'est ma mère. Ouais. Et là, tu vois, c'est un truc qui, tu vois, quand je te parle de lien, de fusion, c'est ma mère. Et en fait, je lui dis, mais maman, comment t'as fait? Et l'histoire est dingue parce que c'est Aïda qui avait... Ma directrice a tenté d'appeler ma mère. Elle a été en plein service, qui était 11h30 midi, donc mon père avait bien choisi le moment. Et en fait, au moment où on sortait de l'école, une voisine, pas Aïda, une autre voisine, m'avait vu, avait appelé ma mère sur son portable et avait tenté de la joindre une quinzaine de fois sur son portable. Et elle lui a dit, j'ai vu Mohamed avec son père. Il se passe quelque chose. Et donc là, ta maman, qui était en situation irrégulière, se dit, je vais être obligé de me dévoiler. Et donc j'appelle... Donc là, elle fait le process d'avocat. Ouais. Et qui, lui, va appeler évidemment la police et tout le process qui a suivi là-dessus. L'aéroport de Roissy et Orly, les deux aéroports sont prévenus. Parce qu'il pensait que j'étais parti le soir. Ouais. En fait, il remarque que j'étais pas parti et en fait, l'avocat fait bloquer le port de Marseille. Alors là, on parlait tout à l'heure de cette communauté, cette capacité d'aider ton prochain que tu évoquais au Franc-Moisin. Cette personne, cette voisine qui te voit, qui se dit un truc qui est pas normal, qui va pas, elle va pas se dire tiens, on verra demain. Tu parlais tout à l'heure des gens qui ne s'excuseront toute leur vie ou s'en voudront toute leur vie. Cette voisine qui s'appelle Fatira. Merci Fatira, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que tu sois ici si elle n'avait pas vu ça et si elle n'avait pas fait un grand signe de main. Elle a appelé 15 fois ma mère. Et voilà, et c'est pas une fois. Hein. Ouais. Il y a une phrase que je répète souvent, tu sais, il y a combien de centimètres entre deux appartements? C'est terrible dans les bâtiments, la plupart des bâtiments français. Il y a 27 centimètres. C'est-à-dire qu'un bruit, on l'entend. Et je comprends les gens qui ont peur. Je comprends totalement. Mais il y a un truc qui est basique qui s'appelle le 17. Et je dis souvent que un voisin qui reçoit une visite de la police alors qu'il ne se passe rien, il sera agacé sur le coup. Mais le lendemain, Alexandre, si ça t'arrive, tu te diras, j'ai la chance d'avoir des voisins responsables et d'avoir des voisins qui me protègent ou qui essaient de protéger les gens qui vivent dans le bâtiment. Tu sais, il y a une phrase de Kennedy, Alexandre, ça va te plaire. J'aime bien les citations, mais on n'étale pas la culture, mais Kennedy, c'est pas mal, qui disait, arrêtez de toujours penser à ce que l'État peut faire pour vous. Dites-vous ce que vous pouvez faire aussi pour la communauté, la société et l'État. De toute façon, c'est un sujet, t'as raison, qu'on aborde souvent et qui est un sujet... Tu veux pas attendre tout l'État. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui pense que l'État est de toute façon plus que nécessaire, est important et doit réguler beaucoup de choses. Mais la société civile a un rôle considérable, c'est-à-dire nous tous et nous toutes, de pouvoir parfois agir dans le quotidien. On parle de beaucoup de sujets. Un point aussi qui a été important pour toi quand tu as parlé, rapidement aussi, et on le comprendra pour ceux qui te connaissent aujourd'hui avec ta casquette de journaliste, au préalable, tu étais journaliste, tu as commencé en tant que journaliste sportif, avec fan absolu de football. Et donc là, ça n'a pas étonné les gens. Donc en 2021, on te retrouve à organiser un tournoi des défenseurs de l'enfance. Et donc là, c'est fait justement avec la Confédération nationale APE, des associations de protection de l'enfance, donc NAP. Donc tu es le parrain. Donc là maintenant, tu en as fait plusieurs éditions, tu as fait ça dans des endroits qui sont mythiques, parce que tu as terminé au Stade Vélodrome, ce qui devait certainement faire très plaisir. Ta maman est venue, je suppose. Oui, très plaisir, elle était là. Et donc tu as fait Stade de France, Parc des Princes. Tu peux nous expliquer... Je peux te donner le lieu en exclusivité. Génial. Si tu veux. Le prochain, je l'ai appris il y a quelques heures. Voilà, le prochain aura lieu à Lille, le 17 novembre 2024. Pierre-Mauroy donc. Ouais, Pierre-Mauroy, au Stade Pierre-Mauroy, si tout va bien. Très beau stade. C'est un très beau stade, on est en train de finaliser les accords et c'est un moment exceptionnel. Et merci aussi de partager ça dans les régions. C'est très important que ça soit pas uniquement... Et j'adore le Parc des Princes, qui est un des plus beaux stades qui existent en France. Mais merci d'aller à Marseille, à Lyon. Je suis sûr que tu seras à Dessines bientôt. Donc à Lyon, je pense que tu vas continuer à tourner chaque année. Tu expliques aux auditrices et aux auditeurs le concept? C'est très simple, c'est que... En fait, quand mon père est parti, quand il a quitté la maison, le premier souvenir que j'ai heureux, c'est un match, alors que je ne suis pas supporter du PSG à la base, c'est un match entre le Paris Saint-Germain et Ajaccio. Une victoire 5-1 du PSG contre Ajaccio.
Et j'étais dans le stade, dans la tribune, et je me vois être là, et j'ai un moment de joie. En fait, j'ai un moment enfantin. J'ai un moment d'apaisement. Je fais une pause. Je suis aligné avec moi-même et je vis un moment de l'enfant qui a 9 ans, 9-10 ans. Et donc, c'est un moment tellement exceptionnel que je me suis dit, au moment où j'ai révélé mon histoire, tu vas pouvoir peut-être créer des moments de bonheur à ces enfants-là. Et quand je me suis déplacé dans ces écoles, il y a un gamin qui m'a dit, j'aurais jamais pu penser que le mec qui interviewe Neymar et Mbappé ait vécu la même chose que moi. Bien sûr. Puisse avoir vécu la même chose que moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce que à chaque fois que je vais dans un établissement, un centre éducatif fermé, un établissement de la protection de l'enfance, de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, à chaque fois, les gamins me demandent de jouer au foot avec eux. Et à chaque fois, on fait des parties de foot qui durent 2-3 heures. Et à chaque fois, je passe un moment exceptionnel. Donc, je me suis dit, comment je vais faire? Et là, je me suis dit, le football, c'est un moment de bonheur, c'est un moment universel, c'est un moment qui fédère. On va leur organiser un grand tournoi de protection de l'enfance avec toute la Ligue 1 et surtout on va leur créer un week-end de rêve. Un week-end de rêve, c'est-à-dire que ça va pas s'arrêter à un tournoi. Si tu veux, la première édition, pour faire court, la première édition, ils ont été voir France-Nouvelle-Zélande en rugby, victoire de la France au Stade de France, moment magique. Le lendemain, ils ont joué au Stade de France. La deuxième édition, Parc des Princes, ils ont passé la journée le samedi au jardin d'acclimatation avec l'aide exceptionnelle d'Antoine Arnaud et du groupe LVMH qui nous ont permis de quasiment privatiser le jardin d'acclimatation pour ces 300 personnes et ces 300 enfants et cette centaine d'éducateurs. Le soir, ils ont vu le nouveau jouet avec Jamel Debbouze. Le lendemain, ils ont joué au Parc des Princes. Et là, cette année, au Vélodrome, ils ont joué au Vélodrome le dimanche et le samedi, ils ont été visiter la grotte Cosquer. Et ils ont été voir un film le samedi soir, d'Artagnan, Les Trois Mousquetaires. Et ils ont vécu un week-end de rêve. Et là, chaque année, on se dit comment leur permettre de vivre un samedi de rêve et un dimanche de folie sur un terrain de foot. Et si tu veux, ce qui est pour moi le plus important, c'est de se dire, on est à environ 250 enfants accompagnés par tournoi, une centaine d'éducateurs, et leur vie, elle change. Et les gens qui assistent au tournoi vivent des moments exceptionnels. Et quand tu as des enfants qui te disent à la fin de la journée, est-ce que vous voulez être mon papa Mohamed, ou est-ce que vous voulez m'adopter, des trucs comme ça qui nous donnent envie de pleurer tout d'abord. Mais il faut jamais pleurer devant un enfant qui est victime de violence, et surtout de se dire de continuer le combat. Et en un mot, pourquoi je le fais? Le meilleur résumé de tout ça, c'est un gamin qui s'appelle Youssef, qui est originaire de Strasbourg, de l'Elzo, qui est la cité la plus chaude de Strasbourg, qui est venu à la première édition. Il a perdu le tournoi en finale. Et il a dit, c'est quoi ce mec là? Il avait 14 ans et demi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ce mec là avec le téléphone là? Et je lui dis, c'est un community manager, Youssef. Il met en avant le tournoi sur les réseaux sociaux et sur le digital. Ah, c'est intéressant. Et il est revenu à la 3e édition. Il a 17 ans et demi désormais. Il est devenu entraîneur de son équipe de protection de l'enfance. Et surtout, il a un contrat d'alternance dans la plus grande société d'école de community manager à Strasbourg. Il a un CDI qui l'attend à la sortie. Et il est devenu community manager des associations de protection de l'enfance de Strasbourg. Et ce gamin, il a gagné le tournoi de la 3e édition. Eh ben, c'est des belles histoires. Hein. Merci d'organiser ces événements. Merci aussi de communiquer. Souvent, les gens disent pourquoi de la communication quand c'est fait? Est-ce qu'il y a nécessité de communiquer autour de ces événements? La réponse est oui. Oui, parce qu'il faut montrer que c'est faisable. Il faut montrer que d'autres personnes peuvent aussi le faire à des petits niveaux, à des plus grands niveaux. Je pense que c'est très important. Je sais qu'il y a un expert de la communication, mais c'est continuer à être important d'en parler. Mais tu sais pourquoi je communique, Alexandre? Parce que je galère à le financer, ce tournoi. Donc si des gens, si des grands CEO nous écoutent, c'est un enfer de financer ce tournoi. C'est un tournoi qui coûte pas très cher, hein, qui coûte à Paris, les 2 éditions à Paris ont coûté environ 150 000 €. Celle à Marseille, puisque ça coûtait beaucoup plus cher, parce qu'on a dû dépasser les gens, a coûté 230 000 €. C'est défiscalisé à hauteur de 66%, et je galère pourtant à le financer. Voilà. C'est le seul point noir de tout ça. Et parlons des entreprises qui t'ont aidé jusqu'à maintenant. À Paris et les 2 éditions à Paris, donc on a eu de la BNP, on a la Ligue de football professionnel qui est le premier partenaire, la LFP notamment, parce que Vincent Labrune dès le départ m'a suivi, le patron de la Ligue de football professionnel, et qui est sans doute le premier partenaire privé de ce tournoi. Il y a l'État. Il y a l'État qui est le 2e partenaire privé, et ensuite des galères, et là on revient, il y a la fondation Media One, la fondation Dessine-moi une enfance, d'Alexandra Capton, il y a BNP, CMA-CGM à Marseille qui nous accompagnait, et surtout la SNCF.
Et donc voilà. Donc là, et Accor qui Maud Bailly qui nous prend tous les enfants il faut citer Maud Bailly. Secteur Maud et j'adore Maud Bailly. Voilà, et Sébastien Bazin qui était ici, qui est le patron d'Accor. Merci Maud, merci Sébastien, merci tous les gens qui sont qui voilà. Mais c'est pas suffisant. Donc c'est le message qu'on donne ici, ce n'est pas suffisant. Tout à l'heure je parlais que ton papa a réapparu à un moment, 17 ans après. Ce moment est unique parce que quand je t'entends et comment tu parles de ce moment-là, t'espères en fait. Tu le vois, il est en face de toi. Et dans ta tête, 2 secondes, tout peut changer. S'il avait fait bien son job à ce moment-là, tu lui aurais pardonné. Pardonner, oui. L'accepter dans ma vie, non. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que le mot pardon, je l'ai un peu pris comme un... J'ai voulu aller à la fight alors que pas du tout. Pardonner, oui. L'accepter parce qu'il voulait être accepté dans ma vie, non. C'est une certitude. C'est fini. C'était fini. Mais il y a une folie. Tu penses qu'il aurait... Parce qu'il a très mal joué le coup. Tu sens qu'il n'avait pas changé, qu'il était intéressé par ta visibilité, par ce que tu pouvais lui donner. Tu te rendais que c'était plutôt à toi de lui donner des choses, alors que toi, t'attendais qu'il t'offre quelque chose qu'il t'a jamais offert. Mais ça, tu penses qu'il avait bien joué? Tu es sûr que moi... Non, je pense pas. Je pense pas qu'il l'avait imaginé. Pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent, là aussi, c'est une soirée absolument dingue. Pour la faire très courte, je l'ai écrit dans le livre. Je présentais une petite émission qui était regardée par une 50aine de milliers de téléspectateurs. Ce soir-là, je sors, mon téléphone brûle là aussi parce qu'il y a un gamin qui était fan de moi, qui voulait être journaliste, qui a fait une tentative de suicide. Donc j'appelle Magali Bonavia, la directrice de l'Institut européen de journalisme. L'école que tu as faite et que j'ai étudié dans cette école-là. Et en fait, je lui dis, Magali, il y a un gamin qui, je pense, est en train de faire une tentative de suicide. Il faut vite qu'on trouve les coordonnées de ses parents et qu'on les appelle. Et là, elle me dit, Mohamed, tu as raison, ce gamin a des petits problèmes psychologiques, il est accompagné. Ses parents sont des gens très très riches, qui travaillent beaucoup, qui vivent entre Paris et Londres, et on s'en occupe. Elle me rappelle 10 minutes après, elle me dit, au moment où j'ai raccroché avec toi, Bruce Toussaint m'a appelé en même temps, le présentateur de télé. Et en fait, les deux, on a harcelé notre directrice pour qu'on puisse avoir des nouvelles de cet enfant. Il se trouve que cet enfant avait fait une tentative de suicide, je vais pas donner les détails, mais il a été sauvé dans des situations assez particulières par les pompiers, il a été emmené à Bichat, et donc à ce moment-là, moi, Magali Bonavia me dit, Mohamed, il y a plus rien à faire, ça y est, il est entre les mains des pompiers, pars. Donc il est 21h45, 21h50, je suis resté 1h15 au travail, en train de gérer cette affaire, comme Bruce Toussaint, qui a ce soir-là été aussi exceptionnel, et je tombe nez à nez avec mon père. Donc t'imagines déjà mon état de santé, mon état physique. Est-ce que t'as un gamin, t'as lu un message sur Twitter, Instagram, t'as 400 messages. Et ton père t'avait pas prévenu qu'il venait? Non. J'avais eu une chance, c'est qu'un membre de la famille de mon père, dont je ne peux pas dévoiler le nom, m'avait envoyé quelques photos de mon père tout au long de ces années-là, en mode de l'évolution de sa vie, etc., sa vie physique. Donc je le reconnais tout de suite. T'as quelqu'un quand même J'ai un peu une taupe, T'avais une taupe là. Ouais, j'ai une taupe. J'ai une taupe une taupe dans la famille paternelle qui me donnait quelques infos, qui me donnait des photos de mon père. C'est pas ton grand-père, ça c'est sûr. Ah non, c'est pas mon grand-père, même si par cette taupe-là, on va dire, ce membre de cette famille, j'ai appris que mon grand-père a beaucoup regretté à la fin de sa vie, son attitude envers moi. Je peux pas mais tu vois, on parlait de destin. Mon grand-père est mort en 2017. Mon grand-père s'appelait Mohamed Bouafsi. Quand tu reçois sur Google le matin, à 7h du matin, Mohamed Bouafsi est mort. En fait, c'est que mon grand-père est mort. Je suis en train de rêver, en fait. C'est l'alerte Google, c'est que mon grand-père était décédé. Et la chose incroyable, c'est que RMC était à Oradour-sur-Glane, donc dans le 15e arrondissement. Mon grand-père est mort à l'hôpital Pompidou. Je passais le soir précédent et j'avais senti une vibes différente, etc. Donc c'est des moments qui sont assez particuliers. Quand je reviens au retrouver avec mon père, les premiers mots qu'il me lâche devant RMC, c'est une surprise. Ces 3 mots-là m'ont marqué. Et je me rappelle de ma phrase, tu peux ressortir mon livre, je l'ai pas lu mon livre depuis quelques années. Ma phrase, c'est non, ça c'est pas une surprise. Une surprise, c'est quand ton père revient d'un voyage professionnel à Londres ou à New York et qu'il revient avec un cadeau et que le voyage aurait dû durer 10 jours et il revient au bout d'une semaine. Là, ce que tu es en train de faire, ça s'appelle un choc. Donc j'ai annulé un dîner avec quelqu'un d'important. Je l'ai emmené manger au Murat. Et il a passé la soirée à me parler de ses enfants, de est-ce que je peux avoir des places pour le concert de DJ Snake qui est mon meilleur ami, est-ce que je peux avoir des places pour aller au Parc des Princes, est-ce que je peux accorder une interview à un grand journal algérien qui s'appelle El Watan. Et à ce moment-là, à la fin du dîner, il y a Noël Le Graët qui arrive, le président de la fédération, l'ancien président de la Fédération française de football, qui dit ah ça va, tu vas bien Mohamed, etc. Je lui dis oui, il me dit tu me présentes pas ton ami, et mon père dit je suis pas son ami, je suis son père. Donc déjà j'ai un premier coup de poignard. Et là, il dit, mais votre fils est bienveillant, il est brillant, formidable. Il a été bien éduqué. Il a été bien éduqué, il a de belles valeurs, vous lui avez donné des valeurs exceptionnelles. Et là, mon père dit juste ces 3 mots.
oui, je sais. Et là, c'est un tsunami dans ma tête. Ouais. Je me dis, mec, t'as jamais été là pour les méningites que j'ai eues, t'as jamais été là pour mes moments où quelqu'un m'a brisé le cœur, t'as jamais été là le jour où j'avais des mauvais devoirs, t'as jamais été là pour me faire un devoir de maths, t'as jamais été là pour m'accompagner en vacances. Et là, tu dis, oui, je sais. Et on s'est dit au revoir sur ce perron du restaurant Murat qui est connu dans le 16e arrondissement. Et je suis rentré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai pris deux trucs de Lexomil et ça m'a renvoyé à ce que le gamin avait fait plusieurs heures auparavant. Donc j'ai réduit un peu le Lexomil, le médicament, et je me suis endormi. J'avais eu ici, il y a quelques temps de ça, une entrepreneur qui est journaliste aussi, maintenant Audrey Tcherkov, et elle me disait ça, je vais la citer, quand on pardonne aux gens qui nous ont fait mal, ça nous aide surtout nous-mêmes, plus que les gens à qui on pardonne, parce que ça nous rend beaucoup plus légers, c'est finalement la seule manière de réussir à avancer. Tu partages cet avis-là ? Totalement. Elle a entièrement raison. Et je peux allonger cette phrase-là en rajoutant les conseils. Souvent, quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est un conseil qu'on veut se donner à soi-même, mais on n'a pas le courage de l'appliquer. Souvent, Alexandre, j'ai donné cette phrase à 2-3 personnes, ça leur a changé leur regard sur les conseils qu'ils donnent aux gens. Une autre pause, cette fois-ci une pause musicale. Ouais. Je propose à nos auditrices, nos auditeurs d'écouter, tu le sais, une chanson culte de l'invité. Quelle est ta chanson culte ? Chansons cultes, on a beaucoup, mais chansons cultes, on va dire, allez, pour faire plaisir, parce que c'est mon meilleur pote, mais on va dire Let Me Love You quand même de DJ Snake. On va en écouter un extrait. Pour terminer, passons à une petite pause alignement, donc inspiré de mon livre, nouveau livre, Pause pour une vie alignée. Quelques petits exercices qui sont à la fin du livre, comme tu sais. Des choses simples, des choses un peu plus compliquées. Une chose simple. Quels sont tes 2 petits plaisirs au quotidien ? De lire une 30aine de pages par jour, 40aine de pages de n'importe quel livre. Biographie, roman, fiction, essai. Un autre truc. Voilà. Quelque chose que t'aimes. Pardon, moi, c'est manger les Mont Blanc. Tu vois, moi, je suis fan de Mont Blanc. Ouais. Donc, toi, t'as un petit. Ça, c'est un petit plaisir. Moi, je sais que je vais manger un Mont Blanc ce soir. Je vais manger un tiramisu ce soir. Et c'est un petit plaisir du quotidien, un tiramisu. D'accord. Notamment, certains de mes proches, une proche particulièrement tiramisu au Kinder. Et ça, c'est ma vie. Quelles sont aujourd'hui ta plus grande limite ? Moi-même. Toi-même ? Ouais. Parce que on peut croire que la télé, c'est quelque chose qui nous pousse à être sûr de soi, à avoir de la confiance, parfois même à penser qu'on est arrogant. Mais c'est l'inverse. C'est qu'on fait de la télé ou qu'on est dans les médias parce qu'on a des failles et parce qu'on a envie d'être aimé. Et que je pense qu'il faut que je comprenne qu'on peut pas être aimé par tout le monde. 3 personnes à qui tu ne pourras jamais dire assez merci dans ta vie. Ma mère. Sierra. Je peux pas faire des duos. Vas-y. Ok, je fais des duos. Ma mère, ma sœur, Nadir et Aïda. Tes voisins, donc, de Mes voisins de Framboisin, François Pesanti et Pierre-Antoine Capton. Ok, bah c'est un 3 beaux duos. Tu sais dire merci ? Oui. Tu leur as dit merci ? Je leur ai... T'es pudeur ? T'as une non, je suis pas pudique avec les gens que j'aime. Je suis pas pudique. Je suis pudique avec les réseaux, les médias, etc. Mais je suis pas pudique avec les gens que j'aime. Là, c'est un message aussi pour chacun d'entre nous. Des gens à qui on peut dire merci, faisons-le. Ouais. Des gens qui nous ont aidés. Alors, maman, évidemment, c'est facile. Mais les autres parce que, de nouveau, c'est une certaine reconnaissance qui leur est donnée. Ils n'ont pas fait ça pour ça. Tes voisins, ils t'ont fait ça parce que c'est des humains. Ils te voyaient. Mais tu vois, par exemple, ma sœur, je ne suis pas sûr de lui avoir dit souvent je t'aime. Ah. Ma sœur. Alors que ma sœur est la première à m'avoir emmené au théâtre. L'autre jour, je racontais à Lucini que c'est ma sœur qui m'avait emmené au théâtre. Ma sœur, elle m'a emmené au cinéma. Ma sœur, elle regardait avec moi 2-3 films par jour. Au cinéma Gaumont de Saint-Denis. Pourquoi tu as pas dit merci, tu penses ? Parce que ma sœur, elle est pudique et parce que moi, je suis très pudique aussi et que à ma mère, on se dit toujours je t'aime. Mais à ma sœur, c'est la femme qui m'a fait devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Ouais. Et je l'aime. Voilà. Tu vois, j'en ai profité c'est trop mignon, beau message. Et on va terminer avec une chose que tu aimes faire, mais où tu n'es pas bon. J'allais dire le tennis. Je suis pas assez bon, je joue avec des potes et je suis pas assez bon. Une chose que tu n'aimes pas faire, mais où tu es bon. Une chose il n'aime pas faire, où je suis bon. Ah, c'est dur ça. Ah oui. Parce que franchement, où je suis bon, c'est souvent que j'aime faire les choses. Mais parfois, ça peut arriver que tu dis t'es bon à faire, mais ça te saute de le faire. Mais t'es bon. Ah, je vais te choquer là. Ouais. Les dîners de représentation. Ouais.
T'es bon? C'est bon parce que mais souvent ça me saoule. Dernière question. Ouais. Quelle est ta destination idéale pour faire une pause? 2 destinations. Comme ça, je fais pas de malheureux. Marseille et la Normandie. Est-ce que tu amènes encore Mita avec toi? Ah putain, tu vas me faire pleurer. Ah, je m'attendais pas à cette question. Mita, c'était ton confidente. Mita, c'était... C'est mon doudou d'enfance, mais c'est moi en fait. C'est surtout moi, c'est mon surnom de tous mes proches. De tous mes proches. Malheureusement, dans ma vie actuelle, Mita, je ne le vois pas assez. Je le regrette, vraiment. Mais c'est comme ça. Il reviendra. Il reviendra. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux? Oui. Et donc là, lequel tu regardes le plus souvent? Ils peuvent me contacter plus facilement sur Twitter ou Instagram. Et Instagram, ils m'envoient un DM et tu peux voir que je réponds, pas toujours, mais je réponds à la plupart de mes DM. Mohamed, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de m'avoir touché, merci de m'avoir ému. Merci de ton écoute et de ta bienveillance. Et je conclue aussi par dire, parce que tu m'as écouté pendant toutes ces longues minutes, mais bravo pour tout ce que tu fais pour les autres, et notamment parce que je t'avais reçu sur RTL pour évoquer Infinite. Et l'autre jour, pour mon documentaire, j'étais avec Xavier Niel, et Xavier Niel, il me disait, aujourd'hui, c'est pas à l'État de faire tout pour nous, mais c'est aussi à des membres de la société civile de devenir des gens qui vont transmettre aux autres. Et je pense que sans des personnalités comme toi, en fait, la société ne peut pas aller mieux. Et c'est là aussi, j'aime bien cette expression, mais il n'y a pas de flagornerie, mais on est dans une société où on ne dit pas les choses. Et on ne dit pas que certains peuvent inspirer d'autres personnes. Moi, ça ne me dérange pas de faire de la com sur mon tournoi si c'est pour ramener de l'argent ou si c'est pour inspirer d'autres personnes à faire ça. Et si toi, tu peux inspirer d'autres CEO et d'autres grands patrons à faire le même chemin que toi, ben on aura réussi, tu vois. Quand je suis content quand des grands patrons créent des fondations. Et donc, c'est une très, très belle chose. Donc, bravo à toi. Merci, Mohamed, de l'avoir dit. Nous sommes des petits soldats. Et nous savons pourquoi nous devons et que nous faisons ça. Donc je te remercie de te mettre en avant, et on a beaucoup encore de choses à faire, toi, moi et beaucoup d'autres, pour faire que cette société soit un peu plus juste. Et elle est absolument pas, elle est totalement injuste. Et il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, on se donne beaucoup de mal. C'est ça qui est important. Merci et qu'on reste dans le plus beau pays du monde qui est la France. Et on est heureux d'être en France, c'est un superbe pays. Merci à toi, Alexandre. Merci, Mohamed. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.